Je remercie bien sûr la fédération, la FHP-MCO, de m'avoir confié cette mission. Je sais que ces moments sont importants pour les fédérations. Alors, je dois avouer que par mes fonctions, mes différentes fonctions passées, j'ai jamais été une fidèle des conventions de votre fédération, mais je ne peux qu'être convaincue qu'elles ont toujours eu un programme alléchant. Et c'est en tout cas le cas de cette édition 2014, tant les sujets qui vont être évoqués dans ce qu'on appellera donc les tables rondes au fil de l'eau, sont à la fois complémentaires et au spectre large. Alors j'ai pu échanger avec la plupart des intervenants que vous aurez à entendre et je sais déjà que la qualité du contenu sera également au rendez-vous. Donc je ne vais pas reprendre les différentes thématiques, je vous propose tout simplement d'entrer dans le vif du sujet en lançant la première d'entre elles, la table ronde sur le juste prix, pour un juste prix. Alors c'est bien sûr en toute matière une question d'importance que celle de rechercher l'équilibre optimum entre exigence de qualité et coût de cette qualité, entre subir ou imposer, selon d'où on se place, des contraintes financières, budgétaires, tarifaires, et en même temps préserver ce qui doit l'être, voire même améliorer les services rendus. Alors, ce qui peut être vécu comme des injonctions paradoxales par les uns sera affirmé comme des exigences d'efficience légitimes par les autres. En tout cas, en matière hospitalière, cette recherche du juste prix, elle est incarnée par un certain nombre de dispositifs, de méthodes, d'objectifs, de techniques qu'il va s'agir d'explorer ici, ce matin, avec nos intervenants à la table ronde, donc IFAC, tarifs issus des coûts, dégressivité tarifaire, sont autant de démarches qui vont être abordées et débattues, puisqu'on espère avoir le temps, ça c'est pas gagné pour ce matin, mais enfin en tout cas on espère avoir le temps de débattre, ici en tribune et puis également avec la salle. Donc j'invite les intervenants à me rejoindre, à savoir Monsieur Félix Faucon, chef de service à la Direction générale de l'organisation des soins, Madame le docteur Catherine Grenier, adjoint au directeur de la Direction de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et chef de service IPAX. Alors vous vous installez comme bon vous semble, en fonction de l'inspiration et des couleurs des fauteuils. Monsieur Étienne Mainviel, responsable Compac HPST. Ségolène Benamou, vice-présidente de la FHP-MCO et également représentante d'un établissement expérimentateur, c'est pour ça qu'elle sera en table ronde. Le docteur Paul Garassus, expert de la FHP-MCO. Et enfin, monsieur Ousseni Ola, directeur de l'Agence technique de l'information hospitalière. Normalement, j'avais une petite musique derrière la présentation, mais on me l'a supprimée, c'est dommage. Alors, monsieur Félix Faucon va nous proposer une présentation générale sur l'évolution du financement qui permettra de mettre en perspective les différents sujets clés en la matière et qui, pour certains, donc en particulier IFAC et les tarifs issus des coûts, seront ensuite repris dans les interventions suivantes en table ronde. Donc, monsieur Faucon, je vous laisse introduire par votre intervention nos travaux de la matinée. La tribune est à vous. Bien, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de venir dans le cadre des conventions que vous organisez. C'est un moment privilégié et je suis vraiment très heureux de ces rendez-vous réguliers. La qualité de la convention d'aujourd'hui est, je crois, liée également au choix des thèmes. Et vous allez voir que dans l'intervention que je vais faire maintenant, je vais essayer d'une certaine façon, je me suis essayé, tout en parlant de la stratégie nationale de santé, à donner des échos à l'ensemble des tables rondes et des interventions qui sont prévues tout au long de cette convention. Alors, donc, les perspectives de la régulation à la lumière, c'est à la lumière de la stratégie nationale de santé. D'abord, rien n'est évident dans le terme stratégie nationale de santé. À mes étudiants de Sciences Po, auxquels je suis censé parler d'économie de la santé, je leur dis c'est un faux titre, il n'y a pas d'économie de la santé, il y a des politiques économiques de la santé. La santé, ce n'est pas un secteur comme un autre, c'est un secteur régulé. Et donc, affirmer qu'il y a une stratégie portée par l'État, c'est déjà en soi poser un acte politique. Dire que cette stratégie est nationale, c'est un autre acte politique. Donc, comment peut-on éclairer finalement
l'infrastructure, les grands principes qui régissent la SNS, sachant que, comme il a été dit tout à l'heure, Madame Touraine dira très précisément la semaine prochaine ce que sera le contenu de la future loi de santé. Et donc, il ne m'appartient pas évidemment d'anticiper sur ces annonces. Alors d'abord, en guise d'introduction, un rappel qu'il est bon quand même de garder à la mémoire. Nous sommes le 3e pays au monde en termes de pourcentage du PIB consacré aux dépenses de la santé. Donc on dépense énormément d'argent en France pour la santé. Et autre caractéristique, nous sommes sans doute le pays au monde pour lequel, à l'intérieur de cette dépense globale, l'hôpital, au sens large, se taille la part du lion. Car tout le monde sait très bien que l'Ondam hospitalier n'est qu'une part de la dépense globale de santé. Les honoraires médicaux des praticiens en clinique sont imputés sur l'Ondam de ville. Et puis l'Ondam en question, c'est seulement les dépenses d'assurance maladie, ce n'est pas la dépense globale. Et donc, il faut bien voir, et c'est ce que nous dit l'adresse dans ses études, que la dépense hospitalière, la consommation de soins hospitaliers, c'est plus de 80 milliards d'euros, 82, 83 milliards d'euros, selon la façon dont on compte à l'année. C'est énorme, et donc tout discours un peu misérabiliste sur oh là là, quelle est dure la contrainte, il faut quand même le mettre en perspective, ce type de discours, par rapport à ce qui se passe ailleurs, et ailleurs pas très loin, par exemple en Espagne, où les budgets hospitaliers, du fait de la crise, ont été diminués de 15 à 20% dans certaines provinces d'une année sur l'autre. Donc oui, nous sommes engagés dans un cycle de remise en ordre des finances publiques qui est absolument indispensable et salutaire, mais non, nous ne sommes pas dans un contexte de paupérisation des dépenses du secteur de la santé et encore moins du secteur de l'hospitalisation. Alors dans ce contexte très français, une politique de la régulation doit a priori reposer sur 3 piliers. Et donc cette politique de la régulation, elle a été enclenchée par le nouveau gouvernement dès la fin de l'année 2012 avec la mise en place de 2 instances particulières que sont le comité de réforme de la tarification hospitalière, le CORETA, mis en place par Mme Touraine en décembre 2012, et puis le comité de performance et de modernisation qui a mis sous très forte, je dirais, sous un faisceau de prérequis extrêmement exigeants, les aides à l'investissement accordées aux établissements de santé. Donc, la régulation, dans ce contexte, elle doit reposer en gros sur 3 piliers. D'abord, le premier pilier, c'est protéger les plus faibles. Les contraintes nouvelles auxquelles nous devons faire face ne peuvent pas se traduire par un allongement des files d'attente, un allongement des durées d'attente ou une augmentation du reste à charge. Et il ne vous a pas échappé dans la première circulaire budgétaire signée par Mme Touraine cette année que le dernier paragraphe, qui en général n'est pas le moins important, demande aux directeurs généraux d'ARS d'être particulièrement vigilants sur l'augmentation des tarifs journaliers de prestations. Le deuxième grand pilier d'une régulation, c'est la promotion de l'innovation. Et la promotion de l'innovation, elle n'est possible que si l'on simplifie et qu'on allège les carcans qui sont des freins à l'innovation. Et suite à une demande de vos fédérations, conjointe de l'ensemble de vos fédérations, le cabinet de la ministre, Madame la ministre, a décidé de mettre en place un groupe de travail sur la simplification. Et j'ai vraiment le plaisir de dire ici que les fédérations hospitalières, et notamment celles de la FHP, sont extraordinairement motrices dans le cadre des travaux qui ont été enclenchés il y a de cela 2 mois dans le cadre du groupe de travail sur la simplification. Et nous allons très rapidement proposer à la signature de Mme Touraine un ensemble de décrets modificatifs qui vont réellement, concrètement, pratiquement alléger un certain nombre de conditions techniques de fonctionnement qui aujourd'hui sont des freins à l'évolution des organisations au sein des établissements. Vous avez vu aussi que le territoire de santé numérique, une initiative qui vise à faire émerger des projets particulièrement innovants en matière d'utilisation des systèmes d'information comme levier d'intégration, de modernisation et d'évolution rapide des pratiques et des prises en charge, est également une initiative qui a été prise récemment et qui a rencontré un assez grand succès par rapport au nombre de projets candidats qui ont été proposés dans ce contexte.
Vos établissements, ça a été dit, sont également à la pointe de l'innovation quand on regarde les évolutions et les scores, entre guillemets, et les résultats en termes de pourcentage relatifs à la chirurgie ambulatoire. Là, il s'agit vraiment d'une innovation de rupture dans les organisations. C'est un sujet sur lequel, globalement, nous sommes plutôt en retard, mais dans lequel votre secteur, le secteur privé, est, lui, plutôt moteur. Et nous attendons beaucoup, parmi les innovations de rupture, des chimiothérapies orales, par exemple, qui devraient là aussi imprimer une évolution forte des organisations. Et nous espérons que sur ce sujet-là aussi, vos établissements sauront être des pionniers de ces nouvelles pratiques. Donc la promotion de l'innovation pour faire évoluer le système et améliorer le service rendu au meilleur coût de ce service rendu, car effectivement, nous sommes dans un contexte où les ressources ne sont pas rares, mais elles ne peuvent plus augmenter aussi rapidement qu'avant. Le troisième pilier, c'est lutter contre les rentes, justement parce que les ressources sont rares. Et que dans un contexte de ressources qui ne sont pas rares, je disais, mais qui sont de plus en plus, dont l'utilisation doit être de plus en plus pertinente, de plus en plus efficiente, il n'est pas possible de laisser s'installer des niches à l'intérieur desquelles des deniers publics seraient utilisés pour générer des bénéfices au-delà du raisonnable. Lutter contre les rentes, c'est donc un impératif d'équité. C'est d'ailleurs une obligation communautaire, puisque la Commission de Bruxelles, par l'intermédiaire de la Direction générale de la concurrence de cette commission, nous a rappelé à l'obligation de bien mesurer la valeur des compensations mises dans l'exercice des activités réalisées sur le champ de la santé. Et donc, nous avons à la fois une obligation d'être mesurés dans la façon dont les activités sont financées, et donc d'identifier les activités à partir desquelles, plutôt mieux financées, à partir desquelles des redéploiements sont possibles pour pouvoir alléger un peu la contrainte qui pèse sur l'augmentation de la dépense. Alors pour pouvoir le faire, ce redéploiement, encore faut-il que le régulateur ne soit pas aveugle. En installant le comité de réforme de la tarification hospitalière, Madame Touraine nous a donné un mandat qui est de dépasser les limites de la tarification à l'activité. Et donc un certain nombre, c'était en 2012 et courant 2012, vous vous en souvenez sûrement, un certain nombre de rapports parlementaires, c'est le rapport de l'AMEX ou issus d'inspections générales comme l'IGAS ou l'IGF, avaient pointé un certain nombre de limites, voire d'effets non souhaitables liés à la mise en place de la tarification à l'activité 8 ans après le démarrage de ce nouveau dispositif de financement. Parmi les sujets, les problèmes qui ont été pointés, certains sont effectivement de vrais problèmes, puis d'autres pas forcément de vrais problèmes. Parmi les problèmes évoqués, il y avait celui de l'excessive complexité du système de régulation mis en place du fait de la T2A. Alors il faut quand même se rappeler qu'avant la T2A, c'était peut-être pas la complexité qui régnait, mais c'était en tout cas l'opacité. Et que lorsqu'on a mis en place la T2A en 2004 sur une région qui est la région Aquitaine de mémoire, ou Languedoc-Roussillon, voilà, on a quand même constaté, oui voilà, c'est pour ça que je me disais pourquoi c'est une région qui normalement doit parler ici, enfin bon. Et vous vous en souvenez, on avait vu qu'à l'intérieur d'un même secteur, le secteur des hôpitaux publics, pour produire le même soin, les écarts de rémunération étaient de 1 à 3, c'est-à-dire des écarts de 300% à l'intérieur de la même région. Aujourd'hui, certes, il y a 2 tarifs, mais pour les établissements qui appartiennent à chacun des secteurs, c'est le même tarif pour la même activité. Et ça, c'est de l'équité. Et la seule distorsion tarifaire qui existe, elle est liée au coefficient géographique. Et le plus élevé de ces coefficients géographiques, c'est celui de l'océan Indien, qui est à 31%. C'est-à-dire qu'on a réduit d'un facteur 10 les écarts tarifaires, facteur qui était donc de 300% sans qu'on sache pourquoi en 2004, et qui est au maximum de 31% sur la base d'une méthodologie parfaitement cadrée aujourd'hui dans le cadre de la mise en place du coefficient géographique. Donc, le sujet de la complexité, il faut se méfier de ceux qui la mettent en avant,
parce que la complexité, c'est la contrepartie de la lutte contre l'opacité. Et le problème, c'est que l'opacité, seuls les initiés arrivent à la percer. Alors que la complexité, c'est simple, pour la percer, il y a un remède, ça s'appelle l'expertise. Et ça, dès lors qu'on en fait l'effort, on est capable de comprendre la complexité du système. D'autant plus que, on dit que le système est complexe parce qu'il a 2000 et quelques GHS, mais quel établissement les utilise tous? Un DIM, dans sa vie quotidienne, il en utilise combien? Donc, attention aux faux procès sur la complexité du système. Cette complexité, c'est ce qui permet aux régulateurs de ne pas être aveugles, c'est ce qui permet aux régulateurs d'appliquer la contrainte à bon escient, c'est ce qui permet aux régulateurs de redéployer à juste titre des ressources, des activités surfinancées vers les activités moins bien financées. Et donc, c'est le prix à payer pour l'équité de la régulation. Le problème autour de la T2A, c'est que sa mise en place a coïncidé avec, globalement, la crise économique de 2008-2009. Rappelez-vous, en 2009, l'Ondam hospitalier avait augmenté de 3,2%. Il a été dépassé de 600 millions d'euros, ce qui signifie que l'augmentation réelle de la dépense entre 2009 et 2008 a été de près de 4% sur le secteur hospitalier. Dans le même temps, le PIB de la France chutait de 3,5%. Et donc, l'événement majeur, au bout du compte, qui a modifié les équilibres au sein des établissements, c'est pas tellement la T2A en soi, c'est le fait qu'à partir de 2010, l'Ondam soit devenu une référence absolument indépassable. Et ça, cette nouvelle rigueur a finalement renforcé la pertinence d'une démarche visant à faire en sorte que le régulateur ne soit pas aveugle. Alors, dans ce contexte, notre système de santé est confronté en gros à trois grands défis et trois grands déterminants structurels. Le déterminant majeur, celui auquel la SNS essaye de répondre en premier lieu, c'est le vieillissement de la population. Dans notre pays, nous avons tardé, trop tardé, à prendre en considération l'impact du vieillissement et les impacts du vieillissement dans notre pays. Impact multiple, impact politique. Le vieillissement, il a sa traduction dans les urnes et dans les choix politiques. Impact sociologique. Le vieillissement va transformer nos organisations sociales. Impact économique, parfois positif, c'est la silver economy, mais aussi augmentation du poids de la dépendance, augmentation de la demande de santé. Et donc, il convient là aussi de regarder de plus près un autre défaut souligné de la T2A qui serait son caractère inflationniste. Moi, je ne crois pas au caractère inflationniste de la T2A pour une bonne raison, c'est que vous êtes les établissements, la fédération, qui ne recevaient en tant qu'établissement pratiquement de ressources que liées au séjour et dont les praticiens sont pratiquement payés à l'acte. Donc vous devriez être ceux qui devraient profiter le plus de l'éventuel caractère inflationniste de la T2A. Or, vous êtes le secteur qui, aujourd'hui, connaît une augmentation d'activité la plus modérée. Donc, non, la T2A n'a pas en soi un caractère inflationniste. Et d'ailleurs, vous l'avez bien vu, il suffit de baisser les volumes dans une régulation prix-volume qui va demeurer pour juguler cette éventuelle tentation. En revanche, il y a sans doute des problèmes de pertinence d'activité dans certains cas. Et donc le sujet de la pertinence, auquel votre fédération contribue comme toutes les autres, renvoie à un certain nombre de mécanismes. Et oui, je vais parler, mais rapidement, de la dégressivité tarifaire, parce que vous avez vu que Mme Touraine a souhaité que cet outil, au bout du compte, soit mis au service d'une pédagogie, d'une amélioration de la pertinence ou de l'adéquation des soins prodigués aux patients. Et vous avez vu que ceci a été fait à la fois sur une base extrêmement prudente. On veut vérifier qu'il n'y a pas d'effet pervers au travers de l'utilisation de cet outil, et dans un esprit qui finalement, que je rapprocherais de celui de la mise sous accord préalable de l'assurance maladie, c'est-à-dire c'est un signal envoyé à des acteurs. On ne préjuge pas de la non-pertinence de leur activité, mais on leur demande de réinterroger leur pratique en se comparant à des praticiens ou des établissements qui ont les mêmes activités pour vérifier, puisqu'ils sont dans une situation d'atypie, que leur atypie
est le reflet d'une patientèle spécifique ou bien quel est le reflet d'une pratique qui ne correspond pas forcément aux meilleures pratiques en fonction de l'état de l'art. Et donc, au travers de la pertinence, c'est aussi l'adéquation du soin. Et donc, l'un des grands axes de la stratégie nationale de santé confrontée à une demande de soins qui inexorablement ira grandissant du fait du vieillissement de la population, c'est de faire en sorte que les prises en charge se déroulent autant que possible au domicile du patient ou au plus près du domicile du patient. Et c'est donc la priorité du premier recours, mais une priorité du premier recours qui ne doit pas être comprise comme une ostracisation, un ostracisme de l'hôpital ou des cliniques, de l'hospitalisation globalement. Il s'agit de redéfinir le positionnement des hôpitaux et des cliniques dans l'offre de soins à la lumière de ce que nous souhaitons voir advenir, c'est-à-dire des parcours mieux coordonnés, donc des prises en charge plus pertinentes. Sortir de l'hospitalocentrisme, ça n'est pas mettre l'hôpital de côté. C'est exactement l'inverse, c'est aller vers une vision beaucoup plus intégrée et beaucoup plus systémique de l'offre de soins avec une révision des activités hospitalières que l'on peut décrire selon 3 volets: hospitalisation avec hébergement, hospitalisation sans hébergement, et puis une activité extramuros hospitalière. L'idée de la stratégie nationale de santé, c'est que, à une échéance de 10 ans, puisque c'est l'horizon qui est donné, on arrive à pondérer différemment par rapport à aujourd'hui ces 3 volets des activités déployées par les hôpitaux. Autrement dit, inéluctablement, les ressources rares, notamment du fait de la démographie des praticiens, vont continuer à se concentrer sur des plateaux techniques qui vont être en nombre plus réduit, notamment pour certaines activités, comme par exemple la chirurgie, parce que la démographie des chirurgiens, de toute façon, ne laisse pas le choix. Il n'y a pas d'alternative à cette concentration des ressources rares sur des plateaux techniques les plus lourds. Et il faut donc faire en sorte que l'activité ambulatoire délivrée intramuros par les hôpitaux croisse. C'est le challenge de la chirurgie ambulatoire aujourd'hui, mais il va falloir très rapidement que nous réinterrogions aussi la médecine hospitalière, qui dans certains cas se traduit par des durées moyennes de séjour qui interpellent. Et puis, il s'agit aussi de faciliter le déploiement extramuros de ces ressources rares, que ce soit par exemple au moyen de la télémédecine, de façon à ce que, ailleurs sur d'autres territoires, les ressources rares puissent être mutualisées ou en tout cas plus facilement mises à disposition d'autres professionnels de santé. C'est le rôle à repenser, sans doute à étendre des équipes mobiles. On peut penser aux équipes mobiles de soins palliatifs, aux équipes mobiles gériatriques. Et donc, ces équipes mobiles qui peuvent avoir un rôle plutôt au profit des autres professionnels de santé plutôt que directement au profit des patients. Et donc, il faut intégrer l'offre de soins hospitalière dans l'étendue complète du champ de l'offre de soins très au-delà des murs de l'hôpital. De la même façon, vous avez pu voir dans la loi de finances de la Sécurité sociale pour l'année 2014 le projet relatif aux activités isolées. Là, nous avons, par rapport à l'évolution du rôle de l'hôpital, nous avons 2 sujets à mettre l'un en face de l'autre parce qu'ils correspondent à 2 logiques différentes et qui ne s'opposent pas mais qui se complètent au sein de la stratégie nationale de santé. Je veux parler des activités isolées et je veux parler des hôpitaux ou des cliniques de proximité. S'agissant des activités isolées, nous sommes bien dans une approche hospitalo-centrée. La question que nous nous posons, c'est, sur certains territoires, y a-t-il des manques en termes d'offres hospitalières indispensables ? Nous avons procédé à cette étude et nous sommes en train d'échanger avec les agences régionales de santé pour finaliser les résultats de cette étude. Et au niveau national, nous arrivons en gros à, au maximum, une 60aine d'établissements qui correspondent, selon des critères objectivés, les mêmes pour tout le monde, sur toutes les régions. Nous arrivons donc à une 60aine d'établissements, dont à peu près une demi-douzaine au maximum qui appartiennent à votre secteur. Et donc,
Ça, c'est la réponse à la question de la complétude de l'offre hospitalière. S'agissant des hôpitaux de proximité, qui sont l'un des engagements du pacte territoire santé qui a été mis en place par Madame Touraine, nous sommes au contraire dans une approche systémique et ouverte. L'idée, et c'est un chantier que nous allons ouvrir avec les fédérations, c'est d'abord de déterminer sur quel territoire la question d'un hôpital de proximité se pose, là aussi sur la base de critères communs. Répondre à la question quel type de service ces hôpitaux de proximité doivent-ils être capables de rendre aux professionnels de santé de premier recours de façon à éviter que ne se fragilise l'offre de premier recours, de façon à ce que ces professionnels de santé disposent par exemple de capacités d'hospitalisation là aussi proches du domicile. Et également, troisième question, de se demander quel type de service les autres plateformes hospitalières pourraient être amenées à apporter à ces hôpitaux de proximité, parce qu'il ne s'agit pas non plus de remettre en place sur ces hôpitaux de proximité des plateaux techniques lourds, etc. Et on voit bien, par exemple, que s'agissant de télémédecine, on peut très bien imaginer que ces hôpitaux de proximité soient privilégiés pour mettre en place des cabines de téléconsultation, etc., etc. Et donc cette réflexion-là va s'ouvrir, et vous voyez bien les deux piliers de la démarche par rapport aux limites de la tarification à l'activité, qui est forcément basée sur une approche commune, standardisée, etc. Et il s'agit, ayant objectivé des situations, ayant déterminé quels sont les établissements qui sont dans des situations particulières, dans un deuxième temps, de mettre en place des modalités de financement spécifiques de façon à maintenir cette offre hospitalière indispensable sur les territoires qui, sans cela, risqueraient de la voir disparaître. Le deuxième grand facteur, au-delà du vieillissement, le deuxième grand facteur de transformation de la régulation, c'est l'émergence de la qualité comme un des leviers de la régulation. Et là, je n'insisterai pas, puisqu'il y a une table ronde sur l'incitation financière à la qualité. L'idée globale, c'est de dire que par rapport à cette pression à la productivité qui est imprimée sur l'ensemble du système via le respect de l'ONDAM, il s'agit de faire en sorte que l'on ait des résultats de qualité qui ne se dégradent pas et qui, au contraire, continuent de s'améliorer. Et donc, la régulation par la qualité, c'est aussi un enjeu de démocratie sanitaire, parce qu'il n'y a pas de régulation par la qualité sans information des patients. Pour que la régulation de la qualité ou par la qualité fonctionne, il faut que les patients soient informés et il faut donc que les effets d'attractivité et de réputation des établissements ou des praticiens jouent à plein dans les choix qui sont exercés par les patients. Et donc l'intégration de Platine dans l'outil Scope Santé mis en place par la HAS, par exemple, participe pleinement de cette volonté et qui va aller en croissant dans les années qui viennent, de mettre davantage d'informations avec différents niveaux de lecture en fonction des attentes des patients ou des usagers, davantage d'informations sur l'état du système de santé et la qualité du soin produit par les opérateurs du système de santé. Et l'enquête, la généralisation de l'enquête de satisfaction des patients procède aussi de cette volonté de mettre en avant les critères de la qualité. Et je ne doute pas, pour ma part, que dans le prochain PLFSS, sous réserve des arbitrages qui restent à prendre, la qualité sera l'un des marqueurs importants des évolutions à conduire, là aussi sous l'égide de la stratégie nationale de santé. Enfin, dernier facteur sur lequel j'aimerais porter un coup de projecteur, c'est l'émergence et le rôle grandissant de la dimension européenne sur le champ de la santé. Nous avons longtemps vécu dans l'idée que la santé était un secteur strictement national et échappait d'une certaine façon à la construction européenne. Il est temps de convenir de l'inverse. Nos systèmes de santé sont de plus en plus impactés par la dimension européenne. C'est le temps de travail des praticiens hospitaliers dans les hôpitaux publics aujourd'hui, c'est le temps de travail des internes également demain, c'est la directive sur les soins transfrontaliers qui font que nous sommes tous des citoyens européens d'origine française et que, où que nous soyons sur le territoire de l'Union, nous avons le droit d'être informés pour être soignés si nous en avons besoin, là où il est pertinent d'être pris en charge. Et donc, cette directive vise à cela. Là aussi, c'est un enjeu de démocratie sanitaire, mais à l'échelle communautaire. Et enfin,
les dispositifs de financement, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, vont être de plus en plus impactés par la dimension communautaire. Ils l'ont déjà été, vous avez pu observer, et votre fédération a été particulièrement active pour le dire en termes choisis, pour nous sensibiliser à la chose. Et donc, pour nous faire prendre collectivement conscience de cette dimension européenne et de la nécessaire évolution de nos systèmes de financement pour qu'ils deviennent de plus en plus euro-compatibles. Ça a été le guide sur les aides à l'accompagnement en 2011, le guide sur les MIG et donc la refondation de tout le système de financement des missions d'intérêt général qui a été publié en 2013. C'est un certain nombre de dispositions qu'il va falloir continuer de prendre. Nous sommes en discussion aujourd'hui avec justement la Commission européenne qui nous demande de faire évoluer notre système. Et donc, je ne doute pas que dans les années qui viennent, nous serons amenés à aller encore plus loin dans la mise en place d'un système de financement mieux euro-compatible. Alors, en conclusion, en espérant ne pas avoir été trop long, vous ne faites pas trop de gros yeux, c'est bon ? Un peu, mais voilà, pas merci. exagérément. Voilà, merci, c'est gentil. Donc, en conclusion, la stratégie nationale de santé engage une transition, une évolution systémique sur un round de 10 ans. Et nous sommes tous, et vous encore mieux que moi, bien placés pour savoir que la lourdeur de nos systèmes ne permet pas d'envisager de toute façon des évolutions sur un rythme plus rapide. IFAC, dont on va parler tout à l'heure, est très révélateur de cela. Nous étions tous d'accord pour le faire. Toutes les fédérations étaient d'accord pour le faire. Il n'y avait pas de coût à prendre. Il n'y a que des bénéfices à engranger. Il nous a fallu 2 années de préparation, puis 1 année d'expérimentation, et il nous faudra encore 2 ans avant d'arriver à la généralisation. Même quand tout le monde est d'accord et quand ça semble facile, ça ne l'est pas, Étienne est là pour en témoigner, et même quand ça semble facile, il faut un minimum de 5 ans. Donc un horizon à 10 ans est un horizon qui est pertinent par rapport à une transition systémique sur le champ de la santé. Nous devrons donc être, à cet horizon, beaucoup mieux capables qu'aujourd'hui de répondre en termes médico-économiques à l'épidémie de pathologies chroniques liées à la fois au vieillissement de la population et à l'amélioration de l'arsenal thérapeutique. Et ces mutations profondes, elles sont la condition de la pérennité de notre système de santé solidaire, qui est lui-même un ciment ô combien essentiel de notre contrat social. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Faucon. On parle pas, ça marche. Je ne sais pas si on m'entend bien, là. Si, on m'entend. Merci beaucoup. Vous avez presque tenu le timing convenu, donc c'est parfait. Alors, je vais inviter une première série de réactions de la salle, s'il y en a, sur cette intervention, en vous demandant d'essayer de garder les questions que vous pourriez avoir autour de d'IFAC et des tarifs issus des coûts à la seconde séquence de questions qu'on aura après la suite de la table ronde. Je ne vois pas grand-chose, donc je ne sais pas si des mains se lèvent, mais j'imagine que... Ah, voilà. Donc, comme toujours, c'est ce qu'on dit, le premier qui se lance, c'est bien. Alors moi, j'ai peut-être une question, une réaction par rapport à ce que vous avez dit, parce que c'est une question qui va toucher d'ailleurs, qui va être redébattue lors de 2 tables rondes entre aujourd'hui et demain. C'est la question de l'externalisation, de la désinstitutionnalisation, de la santé hors des murs, je peux le traduire comme ça. C'est une politique qui est largement développée également dans le champ médico-social, vis-à-vis des personnes âgées et des personnes handicapées également. Je me demandais finalement quels outils d'évaluation vous avez de l'impact de cette politique-là, parce que vous avez dit à 10 ans, il faut qu'on ait un modèle qui puisse ressembler à ça. Comment on évalue l'impact financier de cette politique de désinstitutionnalisation et l'impact sur l'usager et le patient ? En quelques mots, bien sûr. Alors, en quelques mots, je ne peux que vous répondre que c'est extrêmement compliqué parce que nous ne sommes pas sur un univers constant. On le voit par exemple, pour rester dans les murs, s'agissant du chiffrage des économies liées à l'augmentation de la chirurgie ambulatoire. Si on considère que l'activité chirurgicale est une constante, alors on peut chiffrer des économies. La difficulté, c'est qu'on a une augmentation de cette activité de chirurgie globalement et un jeu de reventilation de cette augmentation entre la chirurgie avec hospitalisation complète et la chirurgie ambulatoire. Donc c'est très compliqué
de chiffrer des économies, surtout si en plus on embarque le problème des externalités dans la réflexion. Et donc on s'est fixé des objectifs comme par exemple le doublement de l'activité d'hospitalisation à domicile d'ici 2016, de mémoire, je parle un peu de mémoire, je suis plus sûr de l'horizon, mais c'est à peu près ça, je crois. Et aujourd'hui, on n'est pas content des résultats parce qu'on voit que ça ne bouge pas. Donc, l'idée, c'est qu'on n'attende pas 2016 pour agir, pour répondre là à votre question, mais bien, devant le constat que ça ne bouge pas, c'est de tout de suite enclencher des réflexions et des travaux pour essayer d'identifier où se trouvent les verrous et les blocages. Peut-être sont-ils dans les textes. Peut-être que les conditions mises à l'exercice d'une activité d'hospitalisation à domicile sont un frein en soi. Il faut qu'on se pose cette question. Peut-être est-ce dans l'origine de la prescription. Peut-être est-ce une résistance des patients eux-mêmes, mais ce n'est pas ce qu'on pensait avoir perçu jusqu'à présent. Donc, vous voyez, on est vraiment dans un monde sur lequel on n'est jamais assuré de l'économie et de son chiffrement a priori. Donc il faut vraiment évaluer en cours de route. Et vous voyez, c'est par exemple ce qu'on fait avec IFAC, puisque le projet IFAC, c'est aussi une de ses originalités, mais je ne veux pas trop déflorer le sujet, c'est qu'on veut vérifier que cette incitation financière accélère effectivement l'amélioration des résultats de la qualité. On veut le vérifier en même temps. Donc voilà un peu, si vous voulez, mais c'est un sujet très difficile sur un univers qui bouge à la fois en augmentation constante de la demande et en transformation des réponses à cette demande. D'accord, merci. Alors, est-ce que certains se lancent ou pas? Je ne brandis rien, hein, c'est juste pour vous voir. Alors, il y a effectivement une question, 2 questions. Allez-y. Bonjour Monsieur Faucon, Monsieur Rességuier, directeur de la clinique Sarus-Tenturi à Toulouse. Je fais partie du projet IFAC, donc on aura l'occasion d'y revenir. Et je fais partie aussi du bureau de la FHP-MCO et je suis attentivement tous les travaux qui sont faits sur la simplification, quel vaste chantier, et sur la dégressivité tarifaire, quel vaste chantier. Par ailleurs, j'ai une maternité qui n'est pas... mais une maternité quand même. Et je suis extrêmement étonné dans vos propos. Vous parlez souvent de chirurgie et de médecine, j'apprécie. Mais on fait pas mal d'enfants en France et je suis extrêmement étonné qu'on parle de dégressivité tarifaire en matière d'obstétrique, qu'on bloque un tarif de césarienne dans l'idée qu'éventuellement on en fera moins parce qu'en bloquant le prix, peut-être qu'on gagnera moins d'argent, ça me sidère, alors qu'il y a d'autres moyens qu'on connaît par le biais d'IFAC justement pour savoir si la pertinence est bonne ou pas au niveau de la césarienne. Et parallèlement, ayant été destinataire dans le cadre de la MCO d'un projet de simplification des normes en maternité qui fait que pour mon établissement, ça fait 10 équivalents temps plein de plus. Je suis extrêmement étonné de la confusion qu'il peut régner entre une simplification dans laquelle vous négociez avec des syndicats de sages-femmes dont je comprends qu'elles sont peut-être mécontentes, mais qui fait que par ailleurs, vous annoncez une simplification qui n'existe pas, vous alourdissez une norme qui est déjà suffisamment lourde et vous pénalisez toutes les maternités de France et de Navarre. Par contre, vous n'enlevez pas la borne basse, ce qui serait la meilleure manière pour que la femme sorte rapidement, en ayant été dans un bloc obstétrical où on s'occupe d'elle, et là les effectifs, je suppose que vous les connaissez puisque c'est vous qui êtes signataire de la note en question, donc il y a beaucoup d'effectifs, et qu'elle puisse rentrer chez elle accompagnée, comme dans un espace physiologique normal, à des coûts pour la société effectivement moindres. Donc je suis un peu surpris de cette ambivalence, mais vous allez sûrement nous expliquer. Alors, je vais d'autant mieux expliquer cette ambivalence parce que vos propos eux-mêmes sont très ambivalents, puisque au début de votre propos, vous avez dit qu'un signal tarifaire, à savoir la baisse du prix de la césarienne programmée, qui effectivement a été dans certains cas jugé avec des atypies fortes, ce signal-là n'avait aucune chance d'être entendu. Et néanmoins, à la fin de votre propos, vous avez indiqué que la borne basse était un signal tarifaire qui était parfaitement compris dans votre établissement. Donc, vous voyez que je fais un métier difficile parce que non seulement je dois gérer les demandes paradoxales des uns et des autres, mais aussi les paradoxes internes aux demandes de chacun d'entre eux. Donc, oui, nous faisons un métier difficile. Oui, nous n'avons pas que les fédérations hospitalières, nous n'avons pas que les directeurs d'établissement face à nous. Nous avons aussi les professionnels de santé parce qu'il n'y a pas de santé sans professionnels de santé.
et qu'il y a bien un moment où, quand des incompréhensions s'expriment, quand des crispations sont là, on parlait des transports tout à l'heure, on ne peut pas regarder ailleurs. Et on doit bien écouter ce qu'attendent des professionnels de santé, y compris lorsque leurs demandes à elles, s'agissant des sages-femmes, ne sont pas exactement convergentes avec vos demandes à vous. Néanmoins, dans le cadre du groupe de travail simplification mis en place à la demande de la ministre, je peux, et je crois que je parle sous le contrôle des représentants des fédérations qui ont contribué à ces travaux, nous avons d'une part travaillé très vite pour une administration qui a la réputation de considérer qu'elle a l'éternité devant elle. Nous avons travaillé en un mois sur un ensemble de simplifications visant à la fois le secteur de la dialyse, le secteur des maternités, le secteur de l'hospitalisation MCO, etc. Nous avons reçu les auteurs de ces propositions pour leur expliquer pourquoi, dans certains cas, on suivait leurs propositions, pourquoi dans certains cas, on ne pouvait pas les suivre. Par exemple, dans les propositions qui ont été mises sur la table sur les maternités, il y avait une demande qui d'ailleurs a été retirée après la discussion, ce qui montre que la discussion est aussi importante, pour qu'on se comprenne bien. Il y avait une demande que nous avions comprise comme une demande d'arrêt d'une surveillance continue du local dans lequel sont mis les nouveau-nés. Vous voyez, par exemple, au titre de la simplification. Ça, ce type de demande, aucune chance, on ne la portera pas, personne n'acceptera de prendre ce type de décision. Et grâce à la discussion, on a pu comprendre que la demande était autre, etc. Donc je peux vous dire que nous sommes très sincèrement engagés dans ce chantier de la simplification. Nous voulons vraiment voir aboutir rapidement, et c'est une demande politique que nous portons avec plaisir, nous voulons vraiment aboutir rapidement. Mais nous ne pouvons pas le faire non plus dans un bilatéralisme total avec les fédérations. Et c'est la raison pour laquelle, même si ces propositions ont été exprimées par vos fédérations, le groupe de simplification auquel je viens de faire allusion a été tenu informé de ces projets de façon à ce que les autres fédérations, même si elles n'étaient pas directement concernées, au minimum aient l'information et la possibilité de réagir. On leur avait donné jusqu'à hier pour réagir. Je n'ai reçu aucune réaction négative de la part des autres fédérations, donc ça me rend très optimiste sur la possibilité, comme nous nous sommes engagés, à mettre rapidement à la signature de la ministre un projet de décret modificatif qui va effectivement faire tomber une partie des contraintes. Alors pas toutes les contraintes, parce que, vous l'avez compris, il y a vos propositions, il y a les demandes d'autres acteurs, et on doit arriver, sinon à une synthèse, en tout cas à un compromis entre les attentes des uns et des autres. Mais on essaye vraiment de faire progresser ce sujet de la simplification, et je crois pouvoir dire, avec les représentants des fédérations qui sont dans les campagnes, dans la préparation des campagnes tarifaires, que tous les ans, systématiquement, nous demandons à l'ensemble des fédérations de nous proposer des pistes de simplification, parce que nous considérons qu'une simplification, c'est aussi parfois la meilleure façon d'accompagner une contrainte financière, de façon à rendre un peu de liberté d'organisation aux établissements et trouver par eux-mêmes les voies et moyens de gérer ces contraintes. Donc voilà, je suis désolé que vous ayez eu le sentiment que, on est obligé de faire la synthèse à partir de demandes exprimées par une pluralité d'acteurs. Merci pour cette réponse très étayée. La question l'était également, donc c'est normal. Alors je vais, vu le temps, en prendre peut-être une deuxième, rapidement, courte, si c'est possible, avec une réponse courte, si c'est également possible. Oui, c'est plus réflexion. En vous entendant, M. Faucon, j'apprécie beaucoup votre façon de parler, parce que vous êtes extrêmement clair. Vous utilisez quand même une méthode qui s'appelle la méthode Coué pour essayer de nous faire avaler des couleuvres. Et je ne peux pas m'empêcher de vous le dire, quel que soit le respect que je vous dois. Je ne rêve pas de la situation espagnole que vous avez évoquée, mais je pense qu'elle permettrait d'arriver à des solutions mises en œuvre, notamment par la DGES, un peu plus significatives que celles que l'on ne voit pas aujourd'hui intervenir. Ce qui fait qu'en tant que citoyen, engagé dans la santé notamment, mais pas que dans la santé, j'avoue que je m'inquiète du rythme auquel on va. Alors c'est très bien si en l'espace d'un mois, vous arrivez à réunir un groupe de travail et vous mettre d'accord sur quelques simplifications. Dans ce que j'ai lu, il n'y a pas de révolution. Ce seront des virgules qui auront été précisées ou des choses. La situation est telle qu'on doit aller beaucoup plus vite. Et quand je vous entends dire que sur l'ambulatoire, par rapport à un objectif
vous vérifierez si c'est 2016, de toute façon on a l'habitude, si on n'arrive pas en 2016, ça sera 2026. On a fixé un objectif absolument atteignable par tous les autres pays sauf le nôtre, et que vous nous dites c'est pas gagné, parce qu'il y a des résistances, et c'est sans doute pas dans notre secteur qu'il s'y trouve, parce que je pense qu'on continue à progresser. Je dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Et alors, en tant que tel, si on nous donnait les mêmes chances, les mêmes atouts que des hôpitaux pour faire ce même métier, on n'aurait pas à se manifester. Mais comme on est, comme d'autres l'ont dit, la variable d'ajustement, en tout cas c'est vraiment ce que nous ressentons, pour essayer de faire en sorte que le système puisse tenir dans l'enveloppe globale, on se dit, mais on marche sur la tête. Donc, deux questions plus précises. Une étude sortie récemment, je ne sais plus si c'est 60 millions de consommateurs ou l'autre, sur le reste à charge, qui met pour une fois en avant le fait qu'effectivement, c'est peut-être pas dans les cliniques qu'il faut les regarder, mais dans les hôpitaux, à cause du forfait hospitalier qui est très différent suivant les établissements. Que fait la DGES de façon à expliquer qu'effectivement, il y a un problème de ce côté-là et que c'est peut-être ça qui peut-être empêche certains citoyens de se faire soigner à bon compte. Donc, premier élément de question, et quel est votre plan d'action par rapport à cela? Et deuxièmement, j'ai perdu la question, et donc je vous la poserai pas. Écoutez, alors sachez que ça m'arrange, parce que vu les questions que vous posez, à mon avis, on était reparti pour une table ronde entière sur le sujet. Hein, c'est passionnant, mais bon, le problème, quelques éléments rapides. Vous avez raison, le problème du rythme auquel on peut transformer le système, c'est un problème central. À la limite, c'est comme en prospective. Hein, tout le monde est capable de faire des scénarios, mais personne n'est capable de dire à quelle date tel ou tel scénario risque de se concrétiser. Hein. Tout le monde avait pensé à la chute du mur de Berlin, personne n'avait dit que ça se passerait en 89. Donc là, on a, nous, ce problème de rythme, vous avez raison. Pour l'instant, ce problème de rythme, il est resté gérable parce qu'il n'y a pas eu de réduction drastique des ressources. Et vous avez évoqué une approche, qui est l'approche espagnole, qui est de dire, effectivement, on fait un Big Bang. Et puis, au lendemain du Big Bang, on comptera les morts. Bon, ce n'est pas le choix qui a été fait ni par les précédents gouvernements, ni par le gouvernement actuel. Le choix qui a été fait, ça a été de donner à l'ensemble des acteurs du système une chance, une durée minimum pour opérer les transformations nécessaires. Là où vous avez raison, c'est que certains acteurs mettent à profit ce temps pour effectivement se transformer et d'autres pas. Alors, nous sommes non satisfaits de la façon dont évolue le ratio de chirurgie ambulatoire aujourd'hui. Ce n'est pas encore suffisamment rapide, même s'il y a eu un décollage, il n'y a pas aujourd'hui une vitesse de progression suffisante pour atteindre nos objectifs, d'où l'ensemble des mesures que vous avez pu voir que fait la DGES, je réponds à votre question, l'ensemble des mesures que vous avez pu voir dans la dernière circulaire tarifaire, on parlait de bornes basses tout à l'heure, on a fait exploser toutes les bornes basses. On a mis en place une politique tarifaire hyper incitative sur la chirurgie ambulatoire. Mais on ne peut pas se mettre à la place des praticiens. On ne peut pas se mettre à la place des chefs d'établissement qui doivent faire la pédagogie du souhaitable auprès des praticiens. On ne peut pas se mettre à la place des chefs d'établissement qui doivent se dire à quelle allure je suis capable de réduire mes dépenses à hauteur de la réduction des ressources qui va accompagner la transformation de mon activité à l'ambulatoire. Parce que le chirurgien, pour lui, c'est le même acte. C'est pour l'établissement que la question se pose. Donc, à quelle vitesse les établissements sont-ils capables de se transformer? Et cette vitesse est très différente d'un secteur à l'autre. Vous avez des leviers managériaux dont ne disposent pas les managers publics. Pour avoir travaillé dans le privé, je peux vous dire que c'est beaucoup plus facile, pardon de le dire aussi brutalement, c'est beaucoup plus facile d'être un manager privé qu'un manager public. Le manager public, il a que sa force de conviction avec lui. Il a pratiquement zéro levier managériaux. Bon. Donc ça, c'est sur le cadre général. Répondre plus précisément à votre question sur rapidement, pardon. Tarif journalier de prestation, on n'a pas découvert le problème avec l'article de Que choisir, parce que si vous relisez non pas la dernière circulaire, mais les circulaires budgétaires de début 2013, vous verrez que déjà nous avions, que fait la DGES, déjà nous avions introduit un paragraphe dans lequel nous alertions les ARS sur le fait que certains TJP nous semblaient avoir galopé de façon excessive. Et ça, on l'avait aperçu en regardant l'augmentation des recettes de titre 2 des établissements publics.
Nous avions envoyé ce signal d'alerte. Nous avons là aussi évalué que ce signal n'avait pas du tout été compris, d'où la mise en demeure assez ferme adressée par la ministre cette année au DG d'ARS pour mettre un terme à cette inflation du reste à charge, par ailleurs dénoncée l'année dernière par un rapport du HCAM. Merci beaucoup. Alors voilà, je vous avais dit, le contenu allait y être, le ton énergique des débats aussi, c'est parti pour nos 2 journées. Donc on va maintenant passer au temps consacré à l'exploration détaillée du projet IFAC et à son expérimentation. Alors un sujet qui, j'en suis sûre, passionne, tant le postulat peut paraître à la fois simple et ambitieux en les temps qui courent, toucher plus pour faire encore mieux. Donc c'est quand même pas rien. Donc nous allons demander, enfin je vais demander à Étienne Mainviel tout de suite de nous présenter